Elle est née Élisabeth de Brancovane, à Paris, 22 boulevard de la Tour-Maubourg, le 15 novembre 1876, du prince Grégoire Bassaraba de Brancovane et de Raluca Musurus. Première enfance à Paris, avenue Hoche, où ses parents avaient constitué une salle des aïeux, où la petite fille retrouvait l'éclat de l'Orient, le culte de la puissance et de la grandeur. Tout n'était que pierre écrasante à mon cœur oppressé. Je n'aimais donc pas l'avenue Hoche, vaste et claire, ni l'hôtel au portail blond et verni qui s'ouvrait sur la voûte sonore où nous nous arrêtions pour prendre le chemin des appartements. Mais c'est là pourtant que je reçus toutes les leçons de ma petite vie. Plus tard, aux leçons de sa petite vie, s'ajouteront l'amour de la nature et le goût de l'histoire. Le lac Léman m'apportait tout. Depuis ce nom d'Amphion, donné par un lointain hasard de terroir à notre rive et à notre demeure. Mon père, au moment de son mariage, avait acquis le chalet élégant, entouré d'orangers en caisse au parfum ineffable, et le jardin bien dessiné, empiétant sur le lac, que possédait le comte Walewski. Trésor négligeable de l'histoire, le comte Walewski était le fils des amours de Napoléon, avec la polonaise élégiaque et fidèle, qui ne craignit pas de venir s'abattre dans l'île d'Elbe, portée par un voilier périlleux, afin de tendre au captif le front obscurément insigne de l'enfant qu'elle avait eu de lui. C'est là que son cœur déjà ardent reçut le coup d'amour que donne le nom de Napoléon, quand ses yeux, non loin d'Amphion, à Prangin, purent se poser sur le prétendant bonapartiste, le prince Jérôme Napoléon, dont elle remarqua qu'il ressemblait à Napoléon Ier. Des grands de ce monde, comme le prince de Galles, le futur Édouard VII, furent parmi les visiteurs accueillis dans le chalet savoyard, mais aussi l'histoire auréolée de légendes vint parler à la jeune princesse très tôt, et tout ensemble, de Gambetta qui s'était réfugié avec ses amours à l'extrémité du lac, dans une villa enfouie sous les feuillages, de Lamartine, Michelet, Edgar Quinet, qui avaient hanté ces lieux fréquentés avant eux par Madame de Warens, jeune veuve modeste et savante, dont la robe noire, échancrée sur un cou de tourterelle, émouvait les professeurs des universités helvétiques, alors qu'en tous les paysages des verdoyantes et liquides Savoies, Jean-Jacques occupait l'imagination. Elle retrouvait aussi le souvenir de Voltaire, qui ensemença de raison le monde. Elle devait revenir à lui plus tard, jeune mariée, dans la bibliothèque du château de Champlâtreux, en Seine-et-Oise, que sa belle-mère, la duchesse de Noailles, tenait de son grand-père, le comte Molé, ministre et ami de Louis-Philippe. Elle conte comment elle découvrit Madame de Staël à Coppet, où elle entendit dire, et ne l'oublia jamais, qu'elle avait des yeux magnifiques, et comment elle visita la chambre de Madame de Récamier, cette provocante Juliette, où elle put toucher le lit enveloppé d'organdi blanc et la tenture peinte de bambou et de lotus rose. Elle sut également réanimer, dans le paysage au bord du lac, la présence de Byron et de Shelley, et celle encore de Musset, à qui elle devait demander par la suite ses premières leçons de prosodie. Quand elle commença à sentir la légendaire vision poétique de l'histoire, elle avait déjà abandonné l'étude du piano. Elle y montrait trop de véhémence, en malmenant, c'est elle qui l'avoue, Beethoven, Mozart, Chopin, Mendelssohn. Pourtant, ses mains d'enfant s'étaient trouvées unies sur le clavier à celles de Paderewski, liées à sa mère par une longue amitié. Le vent d'automne, usant sa rude passion, élague le jardin et disperse les fleurs. Et les arbres, emplis de force et de fureur, avec des mouvements de dénégation, refusent d'écouter ce sombre séducteur. Une humidité terne, éplorée, abattue, enveloppe l'étang, se suspend aux statues, rôde, ainsi qu'une lente et romanesque amante. La nue est alourdie et pourtant plus distante. Le vent, comme un torrent déversé dans l'allée, roule avec une voix cristalline et fêlée des graviers reluisants et des pommes de pin. Et dans la maison froide où je rentre soudain, un prélude houleux et grave de Chopin, profond comme la mer immense et remuée, pousse jusqu'en mon cœur ses sonores nuées. Ô sanglots de Chopin, ô brisement du cœur, pathétique sommet saignant au crépuscule,
cris humains des oiseaux traqués par les chasseurs dans les roseaux altiers de la froide Vistule. Soupirs, gémissements, paysage du pôle qu'entr'ouvre le boulet d'un soleil rouge et rond, noir cachet de la foudre au cœur chenu des saules, tristesse de la plaine et des cris du héron. Ô Chopin, votre voix qui reproche et réclame, comme un peuple affamé se répand dans nos âmes. Vous êtes le martyr sur le gibet divin. Votre bouche a goûté le fiel au lieu du vin. Toute offense a meurtri votre cœur adorable. La mer se plaint en vous et arrache les sables, Chopin. Et nous pleurons les bonheurs refusés, tandis que votre sombre et musicale rage s'étend sur l'horizon chargé de lourds nuages, comme un grand crucifix de cris entrecroisés. Si, tout alangui du chagrin sans l'amour, la jeune fille allait déjà à la rencontre de sa destinée. Elle, que l'on considérait comme une enfant sublime, dont la précocité effrayait ses gouvernantes. Elle est trop intelligente pour vivre, murmurait-elle. Mais nous devons à présent marquer quelques étapes de la présence d'Anna de Noailles, en notant d'une façon brève
quelques faits qui sont devenus comme ces images sorties d'un album rouvert un jour, un peu par hasard, et qui reprennent vie, et qui parlent, et qui s'imposent avec intensité. Feuilletons l'album et retenons donc quelques images. L'assistance, en famille, debout le dimanche aux cérémonies de l'église russe de la rue d'Aru, spectacle où régnait le protocole d'une cour réglée plutôt que pour Dieu, pour l'ambassadeur de Russie, qui seul avait droit à une chaise. Il ne l'utilisait pas, mais s'appuyait sur le rebord avec légèreté, et il ne savait pas que les yeux de la jeune princesse de Brankovan l'observaient. La mort très brusque du père, qui déchira l'enfant de 9 ans et lui fit entendre la première interrogation de l'absence. Un voyage éblouissant aux rives d'Asie. La mère, veuve, souhaita aller revoir son propre père, Musurus Pacha, ancien ambassadeur de la sublime porte à Londres, qui s'était retiré dans un palais de marbre bleu aux environs de Constantinople. Alors toute la lumière de l'Orient entra dans le cœur de la jeune voyageuse. La découverte de Mistral, par les soins de Paul Marieton, pèlerin fervent de l'école romane, qui unissait dans un même amour, et il le clamait à haute voix devant l'enfant tout étonné, l'Ellade et l'ermite de Mayan. L'apparition de Paderewski, mage du clavier. Auprès d'Ignace Paderewski, nous étions tous pareils à ces promeneurs qui, passant brusquement de l'ombre au soleil, éprouvent le ravissement de sentir sur leur épaule la pression légère et cuisante de la chaleur aérienne. Délices de lumière pénétrante, présence subtile de l'éblouissement. La rencontre chez Marieton d'un jeune écrivain dandy et célèbre, Maurice Barrès, vit ami et familier et fidèle sous le signe de l'esprit. Le mariage a publié, encore le pays de Savoie, le 17 août 1897. L'époux, le comte Mathieu de Noailles, était lui aussi d'illustre ascendance. Plus de 3 pages du registre des actes de l'état civil avaient été nécessaires pour énumérer les titres dont était chargé le jeune couple. Désormais, la princesse Anna Elisabeth Bassaraba de Brankovan devenait la comtesse de Noailles, celle à qui, 4 ans plus tard, la publication du Cœur innombrable allait offrir la gloire. La naissance de son fils, Anne Jules de Noailles, le 18 septembre 1900. Elle combla celle dont le désir, un jour d'ardeur, dans son enfance, avait souhaité un enfant né d'elle seule. Anna de Noailles, mère très discrètement, qui, au temps de la sanglante démence de la Grande Guerre, regardait son fils penché près d'elle sur un livre. Mon enfant, tu n'avais pas l'âge de la guerre. Tu n'eus pas à répondre à ce grand « en avant ». Pouvais-je me douter, quand tu naissais naguère, que je te destinais à demeurer vivant? 3 ans, 4 ans de plus que toi, les enfants meurent. Car ce sont des enfants, ces sublimes garçons bondissant incendies au bout des horizons. Tandis que ton doux être auprès de moi demeure, et qu'au son oppressant et délicat des heures, ta studieuse voix récite tes leçons. Et voici qu'une année aisément recommence. Mon cœur, de jour en jour, est moins habitué à la mystérieuse et sanglante démence, et je songe à cela d'un cœur accentué. Cependant qu'absorbé par l'histoire de France, tu poses sur la table avec indifférence ta main humble et sans gloire, et qui n'a pas tué. Mais aussi une autre image à retenir, et qui hanta durant toute son existence le souvenir du poète, celle du couvent des Clarisses d'Évian, où elle se rendait le dimanche, avec un plaisir si fort, écrivait-elle en 1913 en se le remémorant, qu'il lui semblait y avoir failli mourir de la joie de vivre. Elle y cherchait moins un lieu de prière qu'un endroit où pût fleurir l'émotion d'y connaître un lien puissant qui unit 2 êtres, même après que se sont évanouies les sublimes illusions, saturés de mélancolie, d'espérance sans but et sans moyen, mais qui ne se lassent pas, et que j'appellerais le ciel. Des raisons liturgiques ont empêché qu'y fût légué son cœur après sa mort. Pour réaliser son vœu de la meilleure façon possible, on le déposa dans le petit cimetière de Publié,
en souvenir d'un poème des forces éternelles. Pousse la porte en bois du couvent des Clarisses. C'est un balsamique relais. La chapelle se baigne aux liquides délices de vitraux bleus et violets. Peut-être a-t-on mis là, comme je le souhaite, mon cœur qui doit tout à ces lieux, à ces rives, ces prés, ces azurs qui m'ont fait une humaine, pareille aux dieux. S'il ne repose pas dans la blanche chapelle, il est sur le coteau charmant qu'ombragent les noyers penchants de Neuvecelle. Demain, montes-y lentement. Une église villa, jaune comme du cuivre, avec un château dépendant. Montalembert, dit-on, écrivit là ses livres traitant des moines d'Occident. C'est là que dort mon cœur, vaste témoin du monde, que tout blessait, à qui tout plut. Les astres cesseront un jour leur noble ronde, tout siècle sera révolu, puisque, malgré la force et le feu qui l'inonde, ce cœur infini ne bat plus. Nous voyons le nom de la comtesse de Noailles dans toutes les feuilles littéraires. Elle donne un lustre nouveau à une famille qui parcourt l'histoire de France depuis le XIe siècle. Elle a cependant des ennemis. Charles Maurras crie au romantisme féminin. Des gens en place dans le journalisme ou à l'Académie française ne lui pardonnent guère de jouer avec la gloire. Sa voix a trop d'éclat pour certains jeunes poètes. Mais elle possède de vrais amis, ceux qui l'admirent et l'aiment d'un cœur généreux, et parmi eux des gens de mathématiques et de sciences, Paul Painlevé, Jean Rostand, sensibles à l'avidité de connaître qu'elle manifestait pour leurs travaux comme pour tout ce qui faisait partie de l'univers immense autour d'elle. Dans les salons, c'est la comtesse. Elle va venir, elle arrive. La voici. Et soudain, toute l'assistance se tait. Les conversations se brisent. On se tourne vers elle, on se hausse sur la pointe des pieds pour la mieux apercevoir. Elle a bien l'opulence de sa chevelure noire, le nez fin et racé dont quelqu'un a dit qu'il était intransigeant, et les yeux immenses, au long regard. Et on la voit et on l'écoute en même temps. Paroles, soupirs, sourires, entrecoupés de silences bouleversants auxquels chacun est suspendu. Et elle lève sa main, ornée du saphir qu'elle affectionne et qui parle, elle aussi. Mais on revient à son visage de beauté laine, on le scrute, et on l'oublie pour ses paroles. Toujours elle est parole. Elle dit, on l'écoute, on l'admire, elle étonne, elle ravit. Tout ce qui vient d'elle et tout ce qui est, elle, est célèbre. La virtuosité de son verbe, ses rendez-vous qui ne sont jamais à l'heure, le prestige du poète qu'elle se donne avec orgueil à haute voix. Elle suffit à meubler un salon, à animer une table. Qu'il s'agisse de poèmes, de politique, d'herbes, de fleurs, d'étoffes, d'Anatole France, d'un concert qu'elle a manqué, ou de sa jeunesse, ou de rien, qui par elle deviennent tout, elle fait figure d'inspirer, elle séduit, s'impose, il n'y a qu'elle qui existe. Jusqu'au moment où elle va se retirer, tard, le visage livide, les yeux marqués de l'empreinte de la fatigue, ses petites mains douces dans l'antichambre, ramenant frileusement les revers de son manteau dans un geste encore plus gracieux qu'instinctif. Et le lendemain, elle sera celle dont on dira « La comtesse n'a pas quitté son lit. Elle est morte, elle est mourante, elle me l'a téléphoné, j'entendais à peine sa voix. Mais elle vient encore de composer un poème, elle m'en a lu 2 strophes, les dernières. C'est fini d'elle. » À 4 heures de l'après-midi, elle n'en peut plus. Ses épaules ont peine à demeurer appuyées sur l'oreiller qui les soutient. Le poids de la chevelure en torsade est trop lourd à sa tête. Sa pâleur est extrême, ses yeux encore plus larges. Elle boit d'un trait sans y goûter la tasse de thé qu'on lui a présentée et dont elle attend qu'il ranime son esprit engourdi, pense-t-elle, comme son corps. Il suffit de quelques heures de repos et elle est vraiment redevenue Anna de Noailles, prête à se retrouver l'animatrice d'un de ces dîners dont on attend qu'elle soit, comme à l'accoutumée, le plus agréable des ornements. C'est une tradition à laquelle elle demeure fidèle, autant que ceux qui la convient. Son esprit inventif, l'ingéniosité de sa conversation et sa gloire grandissante faisaient d'Anna de Noailles la reine incontestée des soirées parisiennes et particulièrement des dîners qui permettaient à Marcel Proust, encore jeune et mondain,
de réunir des personnalités brouillées depuis l'affaire Dreyfus comme Léon Daudet, Robert de Montesquieu ou Anatole France. Proust entourait Anna Denay d'affection et de dévouement qui devaient se traduire par une longue correspondance. Vous êtes trop gentille. Dans les âges croyants, je comprends qu'on aimât la Sainte Vierge. Elle laissait approcher de sa robe les boiteux, les aveugles, les lépreux, les paralytiques, tous les malheureux. Mais vous êtes meilleur encore, et à chaque nouvelle révélation de votre grand cœur infini, je comprends mieux la base inébranlable, les assises pour l'éternité de votre génie. Et si cela vous fâche un peu d'être une encore meilleure Sainte Vierge, je dirais que vous êtes comme cette déesse carthaginoise qui inspirait à tous des idées de luxure et à quelques-uns des désirs de piété.
C'est Robert de Montesquieu qui présenta Anna de Noailles à Félix Godérax, directeur de la Revue de Paris. Elle naît à la littérature en publiant Litanie le 1er février 1898. Elle n'a pas 22 ans. 3 ans plus tard, alors que Colette publie Claudine à l'école, elle donne son premier recueil, Le cœur innombrable. Ma France, quand on a nourri son cœur latin du lait de votre Gaule, quand on a pris sa vie en vous, comme le thym, la fougère et le saule, quand on a bien aimé vos forêts et vos eaux, l'odeur de vos feuillages, la couleur de vos jours, le chant de vos oiseaux, dès l'aube de son âge, quand, amoureux du goût de vos bonnes saisons, chaudes comme la laine, on a fixé son âme et bâti sa maison au bord de votre Seine, quand on n'a jamais vu se lever le soleil, ni la lune renaître, ailleurs que sur vos champs, que sur vos blés vermeils, vos chênes et vos hêtres, quand, jaloux de goûter le vin de vos pressoirs, vos fruits et vos châtaignes, on a bien médité dans la paix de vos soirs les livres de Montaigne, quand pendant vos étés luisants, où les lézards sont verts comme des fèves, on a senti fleurir les chansons de Ronsard au jardin de son rêve. Quand on a respiré les automnes sereins où coulent vos résines, quand on a senti vivre et pleurer dans son sein le cœur de Jean Racine, quand votre nom, miroir de toute vérité, émeut comme un visage, alors on a conclu avec votre beauté un si fort mariage que l'on ne sait plus bien, quand l'azur de votre œil sur le monde flamboie, si c'est dans sa tendresse ou bien dans son orgueil qu'on a le plus de joie. Si tu veux, nous ferons notre maison si belle que nous y resterons les étés et l'hiver. Nous verrons alentour fluer l'eau qui dégèle et les arbres jaunis y redevenir verts. Les jours harmonieux et les saisons heureuses passeront sur le bord lumineux du chemin comme de beaux enfants dont les bandes rieuses s'enlacent en jouant et se tiennent les mains. Un rosier montera devant notre fenêtre pour baptiser le jour de rosée et d'odeur. Les dociles troupeaux qu'un enfant mène paître répandront sur les champs leur paisible candeur. Le frivole soleil et la lune pensive qui s'enroulent au tronc lisse des peupliers, reflèteront en nous leur âme lasse ou vive, selon les clairs midis et les soirs familiers. Nous ferons notre cœur si simple et si crédule que les esprits charmants des contes d'autrefois reviendront habiter dans les vieilles pendules avec des airs secrets, affairés et courtois. Pendant les soirs d'hiver, pour mieux sentir la flamme, nous tâcherons d'avoir un peu froid tous les deux, et de grande clarté nous danserons dans l'âme, à la lueur du bois qui semblera joyeux. Émus de la douceur que le printemps apporte, nous ferons en avril des rêves plus troublants. Et l'amour, sagement, jouera sur notre porte et comptera les jours avec des cailloux blancs. Allez, que la douceur habite vos maisons. Soyez dans la bonté des jours qui vont renaître, riches comme un village au retour des moissons,
joyeux comme les pots de fleurs sur la fenêtre. Que l'épouse au front clair, qui pour vous délia sa ceinture de lin, soit dans vos bras novices, chaste comme Chloé, grave comme Lia, et tendre comme était la reine Bérénice. Que votre cœur soit vif et chaud comme un oiseau, que vos enfants, nombreux comme les grains des vignes, aient la vigueur de l'arbre et la grâce des eaux où séjourne la blette argentine et les cygnes. Honorez vos jardins, vos granges et vos puits, les abeilles qui font du miel sur la colline, les potagers avec leurs bordures de buis, le blé que l'aube lève et que la nuit incline. Faites fleurir le temps aux rameaux du passé, et que vos jours légers que le soleil avive soient comme une corbeille où montent, entassés, des feuilles, des raisins, des noix et des olives. Si votre corps est las, et votre cœur amer, d'avoir considéré les travaux et les heures, laissez tomber vos bras et regardez la mer, en qui l'azur profond se nourrit et demeure. Au réveil du matin, soyez comme les champs où tout germe, fleurit, se colore et parfume. Le soir, restez debout, tournez vers le couchant, attentif, entouré de rayons et de brumes. Soyez plein d'horizons, de silence et d'ardeur, comme un désert brûlant qu'un sable chaud arrose. Et le mourant soleil descendra dans vos cœurs quand l'ombre est violette et que la mer est rose. C'est à Léon Paul Fargue que nous allons emprunter le portrait d'Anna de Noailles, puisque c'est le premier qu'il a accroché dans ses portraits de famille. À Amphion, au bord d'une eau calme comme le passé, profonde comme la mémoire, un jardin ouvre son cœur au souvenir d'Anna de Noailles et porte son visage et son nom pour continuer le long des esprits et des jours sa présence parmi nous. Témoignage immobile et charmant des sentiments que nous eûmes pour cette chère et grande amie, ce jardin est le fils de son âme. À Amphion, des visiteurs, des frissons de ciel, des recueillements et des pensées ont consacré ce bouquet votif à la morte qui ne saurait mourir, et dont l'image est plus nécessaire à notre esprit que beaucoup de vivants. Aussi ce lieu est-il délivré pour moi de toutes les ombres d'un tombeau. Je le vois comme un rêve éternellement prolongé dans la vie, comme le rêve ineffaçable de celle que nous aimions, comme le sillage sans fin, statique et doré, que ce cygne noir, gourmand et amer a marqué sur le lac des ans. J'avais fait la connaissance d'Anna de Noailles chez Madame Lucien Mulfeld, une de ces rares maîtresses de maison qui aiment à recevoir parce qu'elles savent recevoir, et Jeanne Mulfeld savait parce qu'elle aimait. Tout de suite, Paul Painlevé, qui se plaisait à mon goût pour le brio féerique et l'intérêt plastique du style, me présenta à la poétesse, et j'en fus presque instantanément conquis. Cette déesse de petite taille, et qui avait l'air d'un diamant noir, cette figure aux yeux avides, brûlants et précis comme des papillons exotiques, me séduisait par ses comportements subtils. Anna de Noailles, dans la conversation, dans le récit de ce qu'elle avait vu, dans la pochade ou dans le rendu des obligations journalières et mondaines, c'était vraiment tout ce qu'il y avait de mieux. Que de fois l'ai-je aperçu, pareil à un oiseau ou à un serpent sacré, fascinant, dominant de sa petite taille et de son regard de forêt, les foules composites sans trame et sans reflet que Paris distribue sur plusieurs points de son territoire mondain. Elle était royale, péremptoire, cinglante et secrètement endolorie. Elle se répandait, elle éclatait en trouvailles saisissantes, en court-circuit d'idées qui vous pinçaient le bulbe, en raccourcis de vertige, en formules crépitantes qui rayaient le ciel des salons comme des éclairs. J'ai vu de jeunes stylistes, des poètes en bourgeon, confondus par les déroutantes possibilités de ce vocabulaire, par ce côté Chopin
qu'elle trouvait le moyen de développer dans ce saut de la mort du bavardage, auquel elle se raccrochait comme une fine silhouette d'athlète à son trapèze. J'ai bien dit, elle se raccrochait. Anna de Noailles, en effet, avait peur, une peur mystique de la mort. Il semblait qu'elle voulût vivre, qu'elle voulût se réfugier à l'étage supérieur, et ses talons, pour moi, ont toujours cherché sur le sol, et ça me connaît, cet invisible tremplin qui lui fait bondir vers ses vieilles amies les étoiles, presque toutes assurées de vivre très longtemps. Il y avait dans les yeux d'Anna de Noailles, dans l'inquiétude de sa voix, dans le fantastique verbal qui la caractérisait, des appels vers une magique survivance, des implorations et des terreurs. Elle redoutait les ténèbres, la fin du jour aux yeux mi-clos, le chapeau baissé de la nuit, le sentier perfide et noir où nous cheminons dans le sommeil vers l'insondable. Alors, elle s'agitait comme pour se peupler de force, comme pour s'augmenter d'elle. Partout elle rayonnait de curiosité, d'avidité, de contentement, toujours égale à cet éclat d'obsidiane et d'astre qu'elle promenait parmi les grandes ombres d'alors, Clémenceau, Briand, Foch, Proust, Ravel, Mangin. Je la vois accueillir, il y a bien des années, mon pauvre grand Charles-Louis-Philippe qui était timide, assis sur le bord d'une chaise. Elle le questionnait presque violemment, avec son grand appétit de l'esprit. Je la vois encore un soir au Pen Club, disant parfaitement un poème d'elle. Je la vois partout où elle était fêtée, choyée, longuement attendue, enfin présente. Anna de Noailles, écrivons-le sans balancer, fut notre dernier poète inspiré. Minerve encore, elle sortait toute armée, toute sonore, toute scintillante d'un cerveau de dragon, et tout chanteur, négligeant parfois forme, coutume, règles, contrôle, donnant un coup de pouce aux coupes, aux rimes, elle frappait du coup la perfection. Son clavier fut un des plus étendus, un des plus éclatants que nos attentions eussent à examiner. Et que de prolongements encore dans nos oreilles penchées sur les murmures d'Amphion, où passe comme le soupir de cette mort ardente. Cependant, pour ceux qui l'approchèrent, qui connurent les grandes entrées de ce Versailles poétique, quel cœur il y eut derrière ces glaces et ces tumultes. Violoniste, pianiste, vocératrice, avocat général, Sappho, Marceline, elle fut tout cela. Mais ce volcan tendre, toujours actif, ouvrait dans son ciel romantique, avec le doux tonnerre d'un sanglot, des mains pleines de fleurs. Elle nous ensorcelait d'un bonheur de grenades et de braises, osselets de jardins et de papillons, bourdonnements de roses, saulets de chagrin, haies de souvenirs, horizons de ferveur. Son caractère n'était pas toujours facile. L'abord parfois se hérissait de hauteur et d'épines. Le geyser montait plus haut, la parole portait plus sec. Mais il fallait la prendre telle qu'elle était, pour ce qu'elle nous donnait. Un merveilleux enfant incendié de dons, despotique, insatiable, capricieux, parfois autoritaire et dur, susceptible, impatient et révolté, mais ensoleillé d'un soleil de minuit, mais douloureux, souvent attendri dans un fléchissement secret, mais perceptible. Cette voix s'est-elle tue? Sans doute elle n'inventera plus rien, du moins pour nos sens grossiers de vivants mêlés à tous les bruits de la vie évidente. Mais dans les reflets du jardin d'Amphion, ne trouverons-nous pas quelque persistance insinuante et qui vient, parmi les parfums et les rides de l'éternité, nous rappeler que notre chère Anna n'a plus peur de la mort, puisque nous sommes là, nous, ses amis, à l'écouter, mort future autour d'un vivant souvenir. Déjà la vie ardente incline vers le soir. Respire ta jeunesse. Le temps est court qui va de la vigne au pressoir, de l'aube au jour qui baisse. Garde ton âme ouverte au parfum d'alentour, au mouvement de l'onde. Aime l'effort, l'espoir, l'orgueil. Aime l'amour, c'est la chose profonde. Combien s'en sont allés de tous les cœurs vivants au séjour solitaire, sans avoir bu le miel, ni respiré le vent des matins de la terre.
Combien s'en sont allés qui, ce soir, sont pareils aux racines des ronces et qui n'ont pas goûté la vie où le soleil se déploie et s'enfonce. Ils n'ont pas répandu les essences et l'or dont leurs mains étaient pleines. Les voici maintenant dans cette ombre où l'on dort sans rêve et sans haleine. Toi, vie, sois innombrable à force de désir, de frissons et d'extase. Penche sur les chemins où l'homme doit servir ton âme comme un vase, mêlé au jeu des jours. Presse contre ton sein la vie âpre et farouche. Que la joie et l'amour chantent comme un essaim d'abeilles sur ta bouche. Et puis, regarde fuir, sans regret ni tourment, les rives infidèles, ayant donné ton cœur et ton consentement à la nuit éternelle. Pourtant, tu t'en iras un jour de moi, jeunesse. Tu t'en iras tenant l'amour entre tes bras. Je souffrirai, je pleurerai, tu t'en iras, jusqu'à ce que plus rien de toi ne m'apparaisse. La bouche pleine d'ombre et les yeux pleins de cris, je te rappellerai d'une clameur si forte que pour ne plus m'entendre appeler de la sorte, la mort entre ses mains prendra mon cœur meurtri. Pauvre amour, triste et beau, serait-ce bien possible que vous ayant aimé d'un si profond souci, on pût encore marcher sur le chemin durci où l'ombre de vos pieds ne sera plus visible? Revoir sans vous l'éveil douloureux du printemps, les dimanches de mars, l'orgue de Barbarie, la foule heureuse, l'air doré, le jour qui crie, la musique d'ardeur qu'Iseux dit à Tristan. Sans vous connaître encore le bruit sourd des voyages, le sifflement des trains, leur hâte et leur arrêt, comme au temps juvénile, abondant et secret, où dans vos yeux clignés riaient des paysages. Amour, loin de vos jeux revoir le bord des eaux, où trempent, azurés et blancs des quais de pierre, pareils à ceux qu'un jour, dans les lasses printanières, parcoururent Léandre et la belle Héros. Voir sans vous, sous la lune assise au haut du cèdre, la volupté des nuits laiteuses d'Orient, et souffrir le passé au cœur se réveillant, les étourdissements d'Hermione et de Phèdre. Toujours privé de vous, feuilleté par hasard, tandis que l'âcre été répand son chaud malaise, ce livre où noblement la Cassandre française couche au linceul de gloire et sourit à Ronsard. Et quand l'automne roux effeuille les charmilles, où s'asseyait le soir l'amante de Rousseau, être une vieille, avec sa laine et son fuseau, qui s'irrite et qui jette un sort aux jeunes filles. Oh jeunesse, qu'un jour vous ne soyez plus là. Vous, vos rêves, vos pleurs, vos rires et vos roses, les plaisirs et l'amour vous tenant. Quelle chose pour ceux qui n'ont vraiment désiré que cela.
Il semble présomptueux de dire « Je ne travaille pas, mes livres se font d'eux-mêmes », comme il était répréhensible jadis de répéter après Loti « Je ne lis jamais », ce qui n'est pas mon cas. Mais s'il m'est permis d'affirmer d'une manière peut-être trop rapide « Je ne travaille pas », c'est que tous ceux qui m'entourent n'ont jamais cessé de me demander « Quand travaillez-vous » Et en effet, rien ne me gêne pour travailler. Si peu distraite que je sois dans mon cercle familier, je le deviens immédiatement quand je veux écrire en hâte, dans un cahier ou sur une feuille de papier, les vers qui me hantaient sans doute depuis longtemps. Les conversations qui continuent autour de moi, les questions que l'on me pose et auxquelles je réponds, ne sont pas pour moi un obstacle, si fort chante en mon esprit la phrase qui l'occupe. D'où vient l'aspiration ? Chaque instant de ma vie. Le perpétuel accueil que je fais à toute chose travaille évidemment pour moi. Je ne fais que raconter ce que l'univers, à travers moi, porte sans cesse vers mon cœur, aisément envahi. L'habitude de la poésie m'a rendue familière avec les mots et le rythme, et l'acuité de l'observation me permet un vocabulaire particulier, dont je ne saurais m'écarter sans que ma passion de l'exact en souffrît. Je ferais parfaitement la critique de mon style, si on me le demandait, et par exemple de l'insistance que je mets en prose à accentuer par de multiples épithètes l'impression que je veux donner du réel et de son au-delà. Mais je serais aussitôt consolé par Michelet, qui donna l'exemple de ces répétitions ascendantes par quoi l'on parvient à dépeindre à la fois l'exactitude et le paroxysme. J'écris souvent moi-même d'une écriture volante sur des feuilles de papier ou dans des cahiers. Mais dès que je le peux, je préfère dicter. Je corrige peu. Et quand je corrige, l'un de mes premiers soucis, quelque temps après, est de rétablir le texte spontané. Jean Cocteau, qui fréquentait les mêmes amis, les mêmes salons. Cette petite personne malade et turbulente, pareille aux silhouettes des fresques crétoises, avait du génie et le gaspillait. Raymond Radiguet disait même « je ne veux pas l'avoir, je n'aime pas qu'on gâche du génie ». Sa conversation était ce qu'il est convenu d'appeler éblouissante. Elle l'était pour de bon. Elle se perdait par un manque total de sens du secret dans l'art. Elle adorait le pouvoir et la pourpre. Elle croyait que la gloire, c'était d'avoir des rues qui portent votre nom. Elle aurait voulu être la meilleure amie de Truman et de Staline. N'importe qui pouvait l'attraper avec un bout de ruban rouge comme une grenouille, dont ses petites mains ressemblaient du reste à des mains de grenouille. Mais on la relira, on la découvrira, on ouvrira son sarcophage, on en sortira cette Thaïs et ses papyrus. Tenez, son génie lui faisait écrire, en s'adressant à sa jeunesse, la bouche pleine d'ombre et les yeux pleins de cris. Je te rappellerai d'une clameur si forte que pour ne plus m'entendre appeler de la sorte, la mort entre ses bras prendra mon cœur meurtri. Et son orgueil lui faisait me crier d'un étage à l'autre de la rue Scheffer où elle habitait « Ah, si Dieu existait, je serais la première à en être avertie ». Son enterrement était à la Madeleine, immense service d'ordre, église vide. Mais au bord du lac de Genève, on s'attarde longuement près de la petite stèle qui marque l'endroit où elle repose, morte, et où vivante elle se reposait. Madame Maria Shekevitch, qui fait un portrait plus intime, plus personnalisé d'Anna Noailles, qui fut son amie. Ce qu'on pouvait remarquer en elle, c'était une merveilleuse perception visuelle et en même temps la rapidité de l'élocution. C'était quelque chose de prodigieux. D'ailleurs, quand elle entendait quelqu'un parler, elle étendait sa petite main et elle faisait le geste d'arrêter. La personne qui aurait voulu dire quelque chose ne pouvait jamais y arriver parce qu'Anna arrêtait tout et alors elle se lançait dans un monologue qui emportait tout le monde. Et cette personne que vous décrivez comme petite et fragile, et l'image de la délicatesse même, avait une voix suffisamment qui s'imposait. La voix était charmante, parce qu'elle n'était pas criarde, mais elle était très sonore. Elle était sonore et elle avait des modulations extraordinaires.
c'était ou des roucoulements doux, ou des cris, ou elle riait, n'est-ce pas, d'une manière fantastique, en ouvrant grand sa bouche. Ah, la bouche elle-même était d'une sinuosité et d'une mobilité extraordinaire. Parce que lorsque Anna ne parlait pas, sa bouche était toute petite. Je suppose que ce n'est pas à 14 ans que vos relations avec elle se sont nouées intimement et que c'est seulement quelques années plus tard. Je l'ai beaucoup vue, et je l'ai beaucoup vue chez les autres, mais moi je l'ai fréquentée personnellement vers 1905 ou 6, c'est-à-dire 6 ans après, quand j'étais déjà mariée. Anna avait tout particulier. Jamais elle ne mangeait rien. Mais de temps en temps, elle avait envie de manger un homard ou bien un jambon. Alors, elle prenait dans le plat avec cette petite main la moitié de la langouste du homard qu'elle dévorait et du jambon. Mais la plupart du temps, elle ne mangeait rien. Et tout le monde était en adoration devant elle. Ah, tout le monde était en adoration. On ne pouvait pas ne pas l'être parce qu'elle était absolument comme un oiseau de feu. Un papillon, un oiseau, une émanation tout à fait extraordinaire de beauté, de fragilité et en même temps de résistance, parce qu'elle était extrêmement résistante. Elle avait le charmant petit pied, de charmantes petites jambes et un corps souple qui n'était jamais très visible parce que tout ça était enveloppé de voiles, de gaz, de je ne sais pas quoi, car elle avait une façon très particulière de s'habiller. Quelquefois, elle était absolument ravissante dans une robe de tulle noire avec un ruban rose passé en dessous. Et puis, quelquefois, comme elle avait le goût des bizarreries, elle allait au sol des grands magasins. Et un jour, je l'ai vue arriver, par exemple, au mariage de mon fils, dans une robe verte et jaune, à grands carreaux, qui faisait d'elle une espèce de perroquet. Mais elle disait, c'est drôle, n'est-ce pas? Je suis comique, disait-elle en parlant d'elle-même. N'est-ce pas que c'est comique de me voir comme ça? Elle s'amusait elle-même de la caricature qu'elle se faisait. Et quand elle voulait, elle était la plus ravissante des femmes. Quand elle mettait une robe en tulle blanc ou noir, surtout en tulle noire, avec des voiles qui lui venaient, avec des colliers de perles. Elle avait toujours des colliers de perles d'ambre, tout ça. Elle jouait avec les choses qu'ont les persans, vous savez, des chapelets de persans. Elle jouait avec ça. Eh bien, dans l'intimité, il n'y avait personne de plus curieux qu'elle. Ainsi, la première chose qu'elle m'a demandé, elle dit, je voudrais que vous me racontiez comment vous avez raté votre suicide. Et allez donc. Et alors, n'est-ce pas, elle m'invitait à dîner chez elle. J'allais dîner chez elle au pied de son lit, sur une petite table de bridge. Les lampes étaient très basses, n'est-ce pas, et on parlait dans les crotonnes. Dans la chambre aux crotonnes, on se faisait des confidences. Et alors, elle vous demandait les choses les plus invraisemblables. Comment était votre mari? Comment, qu'est-ce, quoi, comment? Avec une curiosité, une insistance, pas seulement pour moi, pour tout le monde. Oui. Elle voulait tout voir et tout connaître par elle-même. Oui. Alors, elle était comme une guêpe qui entrait son dard au plus profond des fleurs. Je crois que c'est ce sentiment qui lui faisait rechercher les gens les plus illustres, parce qu'elle voulait savoir comment s'était fait un homme illustre, de quoi c'était fait, et s'il était vraiment digne d'être aussi illustre que ça. Ne voulait-elle pas aussi les connaître pour les conquérir? Ah, mais de prime abord, elle voulait conquérir tout le monde, c'était tout naturel. Conquérante de charme. Conquérante. Elle racontait alors ses conquêtes de la manière la plus amusante. Par exemple, il y avait des adorateurs inconnus qui lui envoyaient des objets absolument extraordinaires. Une année, c'était un type qui lui envoyait un objet, c'était plutôt un animal qu'elle appelait le cocodèque. Ce cocodèque était, je crois, quelque chose comme un lézard. Ça venait des Indes, il fallait le nourrir avec des salades et des grains. Et alors, les femmes de chambre ne savaient pas comment faire. Et ce cocodèque, de temps en temps, était malade, alors on voulait soigner le cocodèque. Elle recevait des choses les plus extraordinaires. Et elle aimait ça. Et je suppose que son influence sur les gens était grande. Très grande.
Par exemple, Madame de Noailles, qui était admirée par tout le monde, avait une manière de persuader les gens et d'obtenir pour ses protégés tout ce qu'elle voulait, de tous les ministres, de tous les présidents du Conseil. Et alors, quand elle voulait protéger quelqu'un ou se mêler de protéger quelqu'un, elle n'hésitait pas, elle obtenait ce qu'elle voulait. Je peux en citer un exemple patent. Quand M. Briand s'est présenté pour être président de la République, M. Palvé, dans la coulisse, avait eu de certaines chances. Eh bien, le matin même, elle a téléphoné rue de Lille pour persuader M. Palvé de ne pas se présenter. Elle a employé tous les arguments, mais comme chose extraordinaire, je le dirai quand je parlerai de M. Palvé, ce grand savant aimait la politique. Et malgré l'éloquence, et malgré qu'il aimait Madame de Noailles et qu'il l'admirait par-dessus tout de même, il n'a pas retiré à ce moment-là sa candidature. Il l'a retirée que lorsque l'élection de M. Doumer était assurée. Alors l'influence, pour une fois, n'a pas marché. L'influence n'a pas marché, mais Madame de Noailles pouvait téléphoner à tous les ministres. Elle avait par exemple une adoration pour le général Mangin. Elle avait auprès de son lit le sabre de Mangin. Elle adorait Mangin. Et quand Mangin a eu des difficultés qu'on sait, elle a fait tout son possible. Et puis après la guerre, elle est allée le voir en Allemagne occupée. Elle aimait les vedettes. Elle aimait beaucoup M. Herriot. Elle trouvait qu'il avait des yeux ravissants, qu'elle qualifiait de 2 grains de café noir. Elle aimait beaucoup M. Briand. Elle aimait bien M. Barthou, mais moins. Est-ce qu'il y avait des gens qu'elle n'aimait pas? Et est-ce qu'elle était capable de, disons, de gestes qui seraient le contraire de la bonté? Quelquefois, elle était vive et elle pouvait être cruelle. Par exemple, pour les jeunes générations qu'elle n'admirait pas, elle n'était pas bonne. Un peu de jalousie. Ce n'était pas de la jalousie, c'était... Je sais par exemple qu'à un moment donné, j'avais été à une réception, je ne me rappelle plus où, je sais que c'était à Passy, et que des jeunes étaient là qui avaient eu du succès. Eh bien, elle les a critiqués énormément, et ces jeunes gens n'étaient pas en adoration. Elle commençait déjà, son étoile commençait à pâlir. Elle en était extrêmement mortifiée. Car je suis rentrée en voiture avec elle, elle les a traités d'imbéciles. Ils n'étaient pas tous imbéciles. Roger Gaillard, dans une conférence intitulée « Un comédien chez les poètes ». J'attends depuis près d'1 heure dans un petit salon à boiserie. Les rideaux tirés, les lampes voilées, tout semble exiger ou implorer le calme, l'atténuation des bruits. On pense à ces écriteaux avertisseurs placés devant les maisons de soins, hôpital, silence. Je guette malgré moi le moindre signe de vie dans ce logis calfeutré qui paraît désert. Tout à coup, une voix basse me fait sursauter. Si monsieur veut bien me suivre, madame la comtesse va recevoir monsieur. Le majordome solennel, mais qui chancelle, a dû vider pas mal de fonds de bouteille au cours de la journée. Cette dignité s'en accroît. Il me précède, nous franchissons le vestibule obscur, le bonhomme gratte précautionneusement au ventail d'une porte, doublée de liège sans doute, car on ne perçoit aucun son. Et je pénètre dans la chambre fameuse. Je m'attendais à des tables basses, incrustées de nacre, à des divans, point du tout. Cette chambre simple est celle d'une écolière, bois blanc laqué, crotonnes à fleurs. Un large lit occupe la pièce, pâlement éclairé par un flambeau de chevet dont le jupon bâillonne la lumière. Et perdu dans les fronces et les rubans d'une chemise d'accoucher, faisant la planche parmi l'écume des dentelles, je n'aperçois de cette nageuse immergée jusqu'au cou que les mains parfaites, sans cesse agitées, et le visage couleur de lune,
dévoré par les sombres prunelles, pareil à ce masque d'argent qui recouvrait la face de Cassandre au tombeau. Bonjour, mon petit, claironne Madame de Noailles. J'espère que vous allez bien. Je ne pourrais vous dire que 2 mots. Depuis hier, j'ai un pied, que dis-je, une jambe dans le sépulcre. Je suis aspiré par la détestable mort. Votre venue me ranime pour un instant, hélas. Mais je ne veux pas quitter cette terre avant d'avoir tenu ma promesse à la chère Yvonne Brisson qui m'attend, elle aussi, en pâmant d'impatience, qui nous attend, car vous viendrez réciter au public des annales les vers les plus beaux qu'on ait jamais écrits. Ai-je besoin de préciser qu'ils sont de moi? Pendant le silencieux dialogue avec moi-même, Madame de Noailles développe son exhibition. J'étais venu pour choisir avec elle les poèmes dont j'illustrerai sa conférence. Ah bien oui, l'heure s'avance, la comtesse parle toujours. Les 2 mains délicates ont empoigné un shaker invisible qu'elle secoue au-dessus du lit et où se mélangent des improvisations fulgurantes, des anecdotes, des maximes, des jugements splendides de brusques envolées et des calembours d'Almana. Maître Henri Torres, levant le voile en 1958, dans une série au titre éloquent, Ce que je n'ai jamais dit. Dans la dernière année de la guerre de 1914-18 et en instance de réforme, je portais encore le bras en écharpe et l'uniforme de sergent d'infanterie fatigué par quelques années de tranchées quand j'ai été présenté à Anna Elisabeth, princesse de Brancovan, comtesse de Noailles, par Gémier, avec lequel j'étais très lié, extraordinaire acteur de composition qui eût eu du génie, si le génie pouvait s'accommoder de la composition, et qui se défendait à la ville contre les fâcheux, sur la scène contre les souffleurs, par une surdité où entrait une part de système. Je me souviens d'avoir rencontré, plus tard, la comtesse de Noailles dans une fête foraine, chevauchant avec Gémier, un énorme et fougueux coursier de bois, et s'amusant comme une lycéenne qui vient de passer le bachot avec succès. Je l'ai souvent revue chez Painlevé, chez Caillot, car elle avait le goût des destins hors série. Elle fit partie de ma phalange héroïque de témoins dans les grands procès politiques, dont celui du président Massia qui devint le procès du fascisme et celui de Schwarzbart qui devint le procès des pogroms. À la veille de la première audience de la cour d'assises, elle m'écrivit à propos de Schwarzbart une lettre où l'ironie est un visage découvert. Je continuerai à prendre part de toutes mes forces aux paroles clamées par cette voix qui trouble d'admiration, même au téléphone, ma secrétaire et moi bien davantage. C'était un être d'une délicatesse subtile, à la fois physique, sentimentale, morale, intellectuelle. Diaphane, surnaturelle, elle ressemblait à une déesse. Elle était riche de contradictions, d'une charmante simplicité dans l'intimité, elle adorait la gloire. Si merveilleuse de jeunesse qu'elle mourut à 57 ans sans avoir vieilli, si bien que François Mauriac, après l'avoir contemplée pour la dernière fois sous les tulles blancs et les fleurs funéraires, put écrire « Première communiante assassinée ». À travers toute sa vie, elle ne cessa pourtant de penser à la mort. Et en même temps, s'établissait en moi ce profond grief contre la vie, cette hostilité envahissante et résolue, ce reproche réfléchi qui me faisait soupirer souvent dans la langue allemande de mes gouvernantes, cette Ich möchte sterben, je voudrais mourir, qu'un soir à 20 ans, heureuse et orgueilleuse au bord d'une loge, j'entendis à ma première audition de Tristan jaillir de la gorge soudain divine du célèbre ténor Van Dyck, ange énorme tout éclatant du génie de Wagner. Vivre et mourir, revivre davantage, mourir sur l'altitude, tel fut le vœu de mon enfance. La mort, lit-on dans un des cahiers de Barès. Combien n'est juste pour moi cette affirmation. Toutes les forces subconscientes, loyales et rusées de mon être se sont appliquées à construire une vie qui, par ses réalisations, son obédience à je ne sais quoi de céleste, permit la mort auguste, fut-elle obscure et sans témoin. Un jour,
Elle dînait en ma compagnie chez Caillot, redevenu ministre des Finances. Elle était arrivée, comme d'habitude, avec 1 heure de retard, et elle était voisine à table de la femme d'un sénateur riche et influent, mais restée toute petite bourgeoise. Engageant la conversation, la femme du sénateur dit à la comtesse: « Ah, madame, que vous avez l'air d'aimer la vie. Mais madame, je n'aime que la mort. Je ne pense qu'à la mort, je ne demande qu'à mourir. » Elle était capable de rester seule pendant plusieurs jours, dans de longues méditations, voluptueusement angoissées, pendant lesquelles elle écrivait des vers admirables, comme ceux dans le cœur innombrable de son poème intitulé La mort fervente. S'en aller calmement avec la fin du jour, mourir des flèches d'or du tendre crépuscule, sentir que l'âme douce et paisible recule vers la terre profonde et l'immortel amour, s'en aller pour goûter en elle ce mystère d'être l'herbe, le grain, la chaleur et les eaux, s'endormir dans la plaine au verdoyant réseau, mourir pour être encore plus proche de la terre. Quand elle sortait de cette retraite volontaire, elle avouait elle-même: « J'aime mieux tout que de ne pas parler. » Conteuse venue d'Orient, elle était dans la conversation inégalable. Les plus brillants, les plus réputés se trouvaient déconcertés par la vivacité, l'intensité, la vitesse avec laquelle elle allait de l'ironie au lyrisme, de l'élégie au paradoxe. Elle rappelait ces purs sangs qui franchissent si rapidement l'obstacle que leurs rivaux, en tentant de les imiter, se blessent sur la haie. Même Jean Cocteau, qui parmi tous ses dons a le génie de la virtuosité, André Malraux, qui lorsqu'il lui advient de renoncer à se replier sur lui-même, retrouve sa magique sûreté d'improvisation et frappe des médailles à l'emporte-pièce. Moreau Giaferi, égal dans un dîner à ce qu'il était à la barre, n'aurait pu rattraper la sublime Amazone sur son cheval ailé. Que de vers d'Anna de Noailles chantent dans ma mémoire. Je me suis appuyé à la beauté du monde et j'ai tenu l'odeur des saisons dans mes mains. Mes livres, je les fis pour vous, ô jeunes hommes, et j'ai laissé dedans, comme font les enfants qui mordent dans des pommes, la marque de mes dents. Ville de monarchie, ou de 93, couvent des Augustins, club des vieux cordeliers, je ne choisis pas dans la splendeur française, et je veux, mon pays, tout ce que vous vouliez. Et ce vers, d'une ineffable tendresse, je vous possède enfin, puisque vous me manquez. On retrouve en elle la pure filiation du grand lyrique de la Pléiade. C'est déjà l'âme d'Anna de Noailles qui se fait entendre dans le vers de Ronsard, afin que vif et mort, ton cœur ne soit que rose. Enfin, Madame Colette, qui débuta en même temps que la comtesse de Noailles, lui dédia un ouvrage, Discours de réception à l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique. Le texte de Colette est lu par Lollet Bellon et René Faure. La première fois que je l'aperçus, c'était à une fête chez le comte de Montesquiou, au pavillon des Muses. Elle était mariée depuis peu et portait la parure qu'on retrouve sur son portrait par Antonio de la Gandara. Une robe très pâle, couleur d'argent bleu, la taille sous les seins. Une petite bandelette de ruban maintenait ses cheveux rabattus sur son front. Je dis rabattus et non coupés. Ayant toujours repoussé l'injure des ciseaux, elle pliait ses cheveux sur son front, au-dessus des sourcils, d'une manière qui imitait la frange taillée. Je respectais la capricieuse fragilité que beaucoup croyaient affecter. Les écarts d'une santé sur laquelle elle garda longtemps un secret courageux et pudique. Car elle se taisait souvent sur ses souffrances, sauf qu'elle s'écriait chroniquement « Je suis mourante », avec un éclat qui déconcertait toute crédulité. Ni le commun des mortels, ni ses amis ne crurent qu'elle mourait, tant que Madame de Noailles, d'une clameur forte ou d'un ton enjoué, l'annonça elle-même. « Cher ami, je ne peux pas, je suis mourante. Et il y a si longtemps que je meurs. Mais oui, ils viennent. Si je leur dis tout.
Je dis docteur, ça ne va pas, je me sens modeste. Pour terminer, la dernière image, la mort d'Anna de Noailles, qui inspire à ses pages à Robert Brasillac. Cette mort que Madame de Noailles invoqua tant de fois en païenne acharnée à vivre est venue tôt au rendez-vous. Telle que dans ses poèmes prémonitoires, elle voulut se dépeindre jusque dans la mort, conservant la chaleur du sang humain et cette dureté royale, jusque dans la mort cherchant à emporter les beaux présents de la lumière et des jardins et à expliquer aux ombres la plénitude de la vie charnelle, les nuits de 15 ans et l'odeur de l'été. La voici qui sans doute s'est avancée, les mains pleines, et employant pour la première fois ce vocabulaire des morts dont toute sa vie elle avait cherché le lexique. J'écris pour que le jour où je ne serai plus, on sache comme l'air et le plaisir m'ont plu. Le jour désormais est venu auquel elle dédiait jadis un court poème qui serait digne de lui servir d'épitaphe. Lorsqu'en effet, en ces années 1900, où elle commence à décrire, on s'émerveilla de tant de flammes et d'une si riche et si orientale jungle, c'était bien l'air, le soleil, qui avec elle et quelques-unes de ses pareilles rentrait à fenêtres ouvertes dans les lettres françaises. Charles Maurras, qui définit avec une sévérité indulgente les excès parfois charmants de ces doux monstres à tête de femme, a défini par la même occasion et pour longtemps le romantisme féminin.
La mort du poète elle-même ne nous a rien appris de nouveau. Il arrive pourtant que la mort des poètes soit révélation. Ici, rien de pareil. En 10 lignes ou en 10 pages, tout critique a retrouvé aisément les traits éternels de cet art. La poésie de Madame de Noailles, où elle voulut répandre tant de rayons et tant d'idées, étincelle réellement, et sa signification limitée et saisissante n'échappe à personne. Là est sans doute, pour plusieurs, une de ses limites, le poète fut trop clair. Nous voulons dire que le tour en est fait trop vite, et avec peu de chance d'erreur. Les commentateurs sont vaincus d'avance car le lecteur en sait autant qu'eux. Le romantisme, au fond, avait manqué à sa tâche véritable, celle que nous laissent entrevoir certaines rêveries de Rousseau. Il s'était plus attaché à exalter l'individu et à trouver en lui le fondement d'une société et d'une métaphysique qu'à comprendre cette nature dont il a tant parlé. Mais s'il en a tant parlé, c'est qu'il la faisait parler. Madame de Noailles l'a d'abord écoutée, livrée par toute sa jeunesse, par sa race, par son corps et son cœur instinctifs aux voix des forces naturelles, bercée par les étés puissants, passive et heureuse. Si nous rouvrons les recueils de ce temps-là, Le cœur innombrable ou L'ombre des jours, nous comprenons comment cette jeune femme, si négligente de son art, si méprisante des règles, tout entière emportée aux lois du seul instinct, parut apporter une neuve et saisissante poésie. Avons-nous besoin même de les rouvrir? Il faudrait ne pas l'avoir découverte en pleine adolescence et en été. Cette fortune, j'imagine, échérera encore à plusieurs jeunes gens et jeunes filles à l'âge du romantisme éternel. Et si plus tard, à l'âge du classicisme intransigeant, on se sépare un peu de cet art violent et coloré, on ne l'oubliera pourtant pas tout à fait. Peu de vers, comme les siens, sont amis de la mémoire. Il suffit d'une fois pour les attirer à jamais, bruissants et nombreux, qu'on le veuille ou non, à ces heures trop riches en saveurs dont elle a si bien parlé. Ce qui permet un jour d'être juste. « Je viens vers vous, divin poète romantique », déclarait-elle un jour. Mais elle n'avait pas besoin de venir, elle les avait toujours accompagnés, célébrés, imités. Elle avait poussé à leurs extrêmes conséquences, en particulier toute leur théorie sur la libre inspiration, et il nous faut bien dire que de là viennent les graves manques de son œuvre. Elle n'a jamais craint aucun excès, saisie par sa fougue, et la fougue lui semblait promettre la beauté du poème. Le mauvais, et ce qui est pire, le médiocre, viennent naturellement avec le bon. Peut-être pas un poème ne subsisterait chez elle sans déchet. Ces vifs mouvements de l'instinct, sans doute, firent naître ses cris les plus ardents, mais aussi ce désordre, ce manque de rigueur dans la phrase et dans l'art, cet abus oriental de l'ornement, ce faux lyrisme verbal pareil à celui de D'Annunzio, qui gâche parfois ses vers et toujours sa prose, tout ce luxe asiatique, ces ivresses d'encens, ces parfums, ces tapis, ces musiques trop douces, cet amour de la verroterie et du bazar. Voilà qui vient atténuer l'éclat d'une flamme magnifique et d'un amour de la nature si sincère et si fort. Parfois, elle se consola à imaginer quelques messages aux morts, à qui elle parlait avec tant de douceur, comme une petite grecque accoutumée à porter des libations et des présents sur les tombes. « Dis-leur comme ils sont doux à voir, mes cheveux bleus comme des prunes. » Et elle semblait se préparer à un futur domaine, inexorablement destiné. Mais presque toujours, pourtant, elle plaignait sa vie réelle et pleine, en mots parfois rugueux, parfois trop lâches et trop vagues, souvent précis, animés en cet instant, dès qu'elle touchait ce sujet sacré, d'une force désespérée. Pourtant, tu t'en iras un jour de moi, jeunesse. Revendiquant l'honneur de souffrir, Madame de Noailles devait tenter de se réfugier dans une sorte de stoïcisme plein d'orgueil. On peut dire que, malgré l'ardeur jamais calmée de certains cris, le désespoir et le désir lui convenaient mieux. Elle n'était pas faite pour l'analyse, même pour la plus naturelle des réflexions. Sa part à elle était d'être, plus fortement que personne au monde, une incarnation du désir de vivre. C'est par là qu'elle rejoignait certains poètes grecs, comme elle l'a toujours pensé,
et peut-être plus encore certains poètes latins, un Catulle, un Properce, et tout le domaine sensuel qui est immense de la poésie de Lucrèce. Car cette païenne, en qui les premières années du siècle crurent entendre parler la joie de vivre, n'avait jamais rien exprimé mieux que la tristesse. Le désir est chose triste. Le monde qui disparaît avec elle est un monde sensuel où la splendeur des formes ne doit pas nous faire oublier que tout plaisir est éphémère. D'où cette hâte à vivre, cet emportement, ce geste de main tendue pour toucher et pour prendre, pour garder si possible, qu'on devine à chaque poème de Madame de Noailles. Et en même temps, de désespoir, puisqu'elle sait qu'on ne peut rien garder. Allez, je veux rester seule avec les tombeaux. Les morts sont sous la terre et le matin est beau. L'air a l'odeur de l'eau, de l'herbe, du feuillage. Les morts sont dans la mort pour le reste de l'âge. Un jour mon corps dansant sera semblable à eux. J'aurai l'air de leur front, le vide de leurs yeux. J'accomplirai cet acte unique et solitaire. Moi qui n'ai pas dormi seul au jour de la terre. Tout ce qui doit mourir, tout ce qui doit cesser. La bouche, le regard, le désir, le baiser. Être la chose d'ombre et l'être de silence. Tandis que le printemps vert et vermeil s'élance et monte trempé d'or, de sève et de moiteur. Avoir eu comme moi le cœur si doux, le cœur plein de plaisir, d'espoir, de rêve et de mollesse, et ne plus s'attendrir de ce que l'aube naisse, être au fond du repos l'éternité du temps. D'autres seront alors vivants, joyeux, contents. Des hommes marcheront auprès des jeunes filles. Ils verront des labours, des moissons, des faucilles, la couleur délicate et changeante des mois. Moi, je ne verrai plus. Je serai morte, moi. Je ne saurai plus rien de la douceur de vivre. Mais ceux-là qui liront les pages de mon livre, sachant ce que mon âme et mes yeux ont été, vers mon ombre riante et pleine de clarté viendront, le cœur blessé de langueur et d'envie, car ma cendre sera plus chaude que leur vie.